Ce programme vous est offert par Illico Cash. À la une de cette édition du journal au Sénat, l'élection du bureau définitif se fait toujours attendre. La Chambre des sages a du mal à pouvoir fonctionner correctement. Le bureau d'âge dit attendre que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer sur la conformité de son règlement intérieur avant la prochaine étape élective. Et puis c'est peut-être le dénouement de la crise au sein de l'UDPS. Augustin Kabouya a enfilé son costume de président intérimaire et appelle les combattants au calme. Le secrétaire général a invoqué l'intérêt de préserver le pouvoir et les régimes. La trêve humanitaire ne prendra pas fin ce 19 juillet comme initialement prévu. À la demande des États-Unis d'Amérique, elle a été prolongée de 15 jours, mais aucune vraie assistance n'a été acheminée jusque-là aux déplacés, alors que les FARDC condamnent les multiples violations de la mesure par l'armée rwandaise. Et on va se rendre aux États-Unis d'Amérique. Une nouvelle tuile pour Joe Biden a été enregistrée alors que la question de sa santé était déjà au cœur des débats. Le président américain vient d'être testé positif au Covid-19. Le candidat à sa propre réélection a pour la première fois annoncé qu'il pourrait se désister si les conditions de sa santé se dégradaient davantage. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Après son adoption par les sages, les règlements intérieurs du Sénat a été transmis à la Haute Cour pour vérification de la conformité. L'annonce est du rapporteur du bureau provisoire Ivan Kazadi Kankonde. Selon lui, la prochaine étape dépendra donc de la notification de la Cour constitutionnelle en vue de l'élection du bureau définitif. Je propose de l'écouter. Le 10 juillet, le règlement intérieur a été adopté. Il fallait un temps pour toilettage, ce qui a pris quelques jours la semaine passée. Et c'est hier, 16 juillet, que le président du bureau provisoire a transmis le règlement intérieur à la Cour constitutionnelle. La prochaine étape est tributaire à la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle en rapport avec la conformité à la constitution du règlement intérieur. Et à partir de ces moments-là, nous aurons 7 jours pour organiser les élections du bureau définitif. À cet effet, 3 décisions sont entendues, dont la première qui peut se prendre incessamment. Il s'agit de la décision qui met en place une commission chargée de l'organisation de l'élection du bureau définitif. La deuxième décision fixera le calendrier de l'élection du bureau définitif. Et enfin, la troisième mettra en place une commission chargée de valider les candidatures à l'élection du bureau définitif. Le bureau provisoire du Sénat a été installé le 14 mai. Pour des raisons financières, nous n'avons pas pu accomplir notre première mission à temps, à savoir la validation des pouvoirs. Nous l'avons fait donc le 2 juin. Et comme vous le savez, ce n'est pas le pouvoir de tous les sénateurs qui ont été validés ces jours-là, puisque les élections n'ont pas été organisées dans d'autres provinces. Cela a été fait plus tard et nous étions obligés donc de prendre en compte cela et nous avons eu à valider le pouvoir d'une partie des sénateurs quelques temps après. Après la Chambre haute, on se rend à présent à la Chambre basse du Parlement où le Congrès américain a dépêché une délégation des représentants en RDC pour échanger avec les parlementaires congolais et les autorités politiques autour des grands défis que connaît ce géant d'Afrique en quête de paix dans sa partie est. Pour leur première étape de journée en RDC, ces parlementaires américains ont été reçus par le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe.
Au cours de ses échanges avec les parlementaires américains, le président de l'Assemblée nationale Vital Kamerhe a brossé les grands défis que connaît actuellement le pays de Lumumba, notamment sur le plan économique, social et surtout sécuritaire. Concernant la situation sécuritaire dans la partie est du pays, qui a été l'épicentre de leurs échanges, le speaker de la Chambre basse du Parlement a fermement réitéré la position de la RDC sur cette guerre d'agression dont elle est victime, une position qu'il a défendue bec et ongle devant les parlementaires de la francophonie réunis récemment à Montréal, et de faire savoir à ses pairs que le gouvernement de la République démocratique du Congo, nouvellement installé par l'Assemblée nationale, a un programme de développement très ambitieux qui nécessite que le pays soit dans un climat de paix pour sa matérialisation. C'est dans ce cadre qu'il a fait appel à l'implication des États-Unis pour amener le Conseil de sécurité des Nations Unies à prendre enfin des sanctions contre le Rwanda et l'Ouganda afin de donner une suite aux multiples rapports qu'il a déjà publiés sur la guerre en RDC. L'occasion faisant le larron, le président de l'Assemblée nationale en a profité pour évoquer la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, qui n'est pas celle de faire la guerre à ses voisins, mais plutôt celle d'impulser le développement économique et social de l'Afrique à travers une coopération gagnant-gagnant avec les pays frères du continent africain et ceux d'ailleurs. Pour clôturer leurs échanges, les deux parlementaires se sont convenus d'approfondir leurs relations dans le cadre de la diplomatie parlementaire pour permettre à la République démocratique du Congo de bénéficier de l'expérience américaine, notamment à travers les échanges d'expériences entre les différentes commissions. Et je le disais au sommaire, Augustin Kabouya a enfin enfilé son costume de président intérimaire et de secrétaire général pour justement faire face à la montée de la grogne au sein de son parti politique. Il a appelé tout le monde au calme. Le successeur de Jean-Marc Kabound a également appelé et demandé aux uns et aux autres de rester vigilants face notamment à la montée d'un plan de déstabilisation du régime. Alors que la tension monte au sein de l'UDPS Tshisekedi, la hiérarchie du parti a dans un communiqué invité tous les membres au calme, à la sérénité et à l'unité. À ce jour, le parti présidentiel est quasi divisé. Plusieurs ont déjà manifesté leur souhait de voir le secrétaire général et président par intérim, Augustin Kabouya, hors du comité de prise de décision du parti. Ceci fait suite à une série de frustrations que subissent certains cadres du parti. Ces derniers reprochent au secrétaire général du parti des mauvaises gestions, des clientélismes et des négligences des ambitions des autres cadres. Augustin Kabouya a été la cible des critiques croissantes. Une marche a même été organisée par certains de ses détracteurs pour signifier leur désapprobation à sa gestion. Dans le même communiqué, le secrétaire général a également évoqué le contexte national exhortant les militants à rester unis et à soutenir les chefs de l'État dans la lutte contre l'agression et l'occupation d'une partie de l'Est du pays par l'armée rwandaise et ses supplétifs du M23. Basali ba déclaration à travers les réseaux sociaux, basali ba déclaration à travers les médias, que cela peut retirer sur moi ma légitimité et la légalité au Nazwaki à partir du congrès extraordinaire de Ngandayala. Il a insisté sur le respect des textes du parti et a appelé à la vigilance pour contrer les tentatives de déstabilisation. Tous les actes posés doivent être conformes aux résolutions du congrès extraordinaire. Dans l'actualité également, vous le savez, l'IGF est mise en cause par le parquet de la Cour des comptes qui veut voir clair sur le contrat de formation en audit que l'inspection a signé avec la GECAMIN. Si pour certains, il s'agit d'un acte à saluer, pour l'ODEP et la LICOCO, cette démarche de la Cour des comptes pourrait déstabiliser la fonction du contrôle étatique en RDC. On écoute les précisions du président de l'ODEP, Florimond Mouteba, joint au téléphone par notre rédaction. D'abord, dire que l'ODEP s'oppose à la démarche de la Cour des comptes, non, ça c'est pas ça. Mais je voudrais vous dire ceci, que la procédure devant la Cour des comptes, qui part de l'instruction préjuridictionnelle à l'instruction juridictionnelle, elle est inquisitoire, elle est secrète, écrite
et contradictoire. Le caractère secret de la procédure interdit les recours à tout acte de publicité. Le communiqué du procureur général sur la mise en cause de certains inspecteurs est une violation flagrante de l'article 88 de la loi portant organisation et fonctionnement de la Cour des comptes. Et donc, si jamais il y a problème, oui, le président de la Cour des comptes peut demander une enquête. Et la Cour des comptes, l'instruction des finances ne refusera pas une telle enquête. Alors, lorsque ces enquêtes sont faites et qu'elles débouchent sur une faute de gestion, alors à ce moment-là, le premier président de la Cour des comptes peut envoyer les rapports de cette enquête qui dit qu'il y a faute de gestion. Et à partir de ce moment-là, on peut inviter les gens de la Cour des comptes, les amis de la Cour des comptes, pour être entendus par le parquet auprès de la Cour des comptes. Voilà, c'est pas que nous sommes contre, ce que nous voulons, nous, aujourd'hui, notre combat, c'est que la guerre s'arrête et qu'on revienne dans les procédures normales et que les deux institutions de contrôle ne détruisent pas ce que tout le monde a construit, y compris la société civile et surtout, pour arriver à la restauration actuelle de la Cour des comptes et même de l'inspection générale des finances. Elle a eu aussi, la trêve humanitaire a été prolongée d'un délai supplémentaire de 15 jours à la demande des États-Unis d'Amérique qui l'ont exprimé via un communiqué. Les départements d'État américains a salué cette prolongation et exhorte les parties prenantes à respecter la décision visant à faire taire les armes, permettre le retour volontaire des déplacés et garantir un accès sans entrave aux populations vulnérables à l'est de la RDC. Commentaire de Damaris Kayembe. 48 heures après la fin de la première échéance, le gouvernement américain a prolongé pour 15 jours la trêve humanitaire entre la RDC et les M23 soutenue par le Rwanda. Ils l'ont fait savoir dans un communiqué publié ce mercredi 17 juillet 2024. Cette décision invite les différents acteurs de la région au respect de cette mesure qui a pour objectif de faire taire les armes, permettre le retour volontaire des personnes déplacées et fournir au personnel humanitaire un accès sans entrave aux populations vulnérables dans l'est de la République démocratique du Congo. Dans une déclaration de presse signée par Matthews Miller, porte-parole du département d'État américain, les États-Unis continuent de collaborer étroitement avec le gouvernement de la RDC, le Rwanda et de l'Angola pour soutenir les efforts diplomatiques régionaux dans le cadre du processus de Luanda et de Nairobi. L'un des objectifs principaux de cette trêve est d'aboutir à une cessation durable des hostilités, car le 4 juillet dernier, le gouvernement américain avait déjà recommandé une première trêve humanitaire de 2 semaines, débutant le 6 juillet à minuit, une trêve qui n'a toutefois pas été respectée. Cette initiative a été marquée par des accusations de non-respect. Le 11 juillet, les forces armées de la République démocratique du Congo ont dénoncé des attaques menées par les forces rwandaises en violation de la trêve. Une action qui ne cesse de se répéter, ne favorisant pas un bon acheminement de l'aide humanitaire aux déplacés de l'Est de la RDC. Et puis les épouses des militaires et des policiers réunis au sein de l'association des épouses militaires et policiers, l'AMP, disent non à la campagne qu'elles jugent de diabolisation faite par un réseau des femmes visant leur présidente Georgette Faïla. Dans une déclaration, elles ont réitéré à cette dernière leur soutien sans faille en dépit de toute attaque. C'est une réplique des mamans de l'association des épouses militaires et policiers qui dénoncent les fausses accusations d'un réseau des femmes à l'endroit de leur présidente Georgette Faïla Ondekane après la sortie médiatique des personnes mal intentionnées qui remettent en question la qualité de leur présidente Georgette Faïla. Les mamans de l'AMP dénoncent avec la dernière énergie ce qu'elles qualifient d'une manipulation politicienne et d'une cabale montée de toutes pièces. Dans leur déclaration, l'AMP affirme que ce réseau s'est engagé à faire une campagne de diabolisation et de conflit d'intérêts auprès des autorités. Animés par la mauvaise foi,
ainsi que la jalousie mal placée, ce réseau de femmes s'est engagé à faire une campagne de diabolisation et de conflit d'intérêts auprès des autorités ces derniers temps. Accusant la présidence de l'AMP, Madame Georgette Faïd Onekande, de n'avoir pas qualité de réunir ses membres étant que AMP. Contente du soutien lui apporté, Georgette Faïla les a rassurés de saisir à son tour les autorités compétentes. Donc, on réunit le comité Nabiso, il y a association. Pour toyeba kotala nengeni tokomona Nabiso pe bakonzi. Pour toko misape o ya biso maloba. Poete. L'Association des épouses militaires et policiers est une association sans but lucratif qui milite pour le bien-être des dépendants des militaires et des policiers à travers la République. Et l'Afrique du Sud accueille depuis le mardi dernier le Forum d'investissement en énergie continentale sous le thème collaboration, renouvellement et transition, ce conformément aux objectifs d'industrialisation nationaux et continentaux, tout en reconnaissant le rôle de l'énergie dans le développement économique global et la nécessité d'investissement interafrique. Le forum réunit plus de 40 délégués du secteur de l'énergie venus de 10 pays d'Afrique, dont la RDC. Le pays de Félix Tshisekedi est représenté à ce forum par l'Agence nationale des services énergétiques en milieux ruraux et périurbains, l'ANSER, et la SNEL. À travers ce forum, les producteurs sud-africains vont identifier des projets énergétiques dans divers pays qui bénéficieront des produits éco-énergétiques, de services d'ingénierie et des technologies de pointe. Pour Marco Kouyou, directeur adjoint de l'autorité de régularisation du secteur de l'électricité en RDC, le Congo reste le pays de toutes les opportunités et il était important d'échanger avec les partenaires financiers dans ce forum. Alors aujourd'hui, nous avons présenté la RD Congo. On a présenté des projets que nous réalisons dans les zones rurales et périurbaines, mais c'est clair aussi que les grandes questions reviennent sur les grands projets comme INGA. On a présenté des opportunités que présente la RDC. Nous avons encouragé en tout cas le banque et les privés à venir se positionner dans le marché congolais qui est énorme. Le taux d'électrification en RDC, c'est plus ou moins 10% et dans les zones rurales, c'est inférieur à 1%. Selon Davis Pouelé, Head Coverage de la SADC à la DPSA, le projet INGA est avant tout très important pour l'Afrique du Sud et surtout cher aux yeux du président sud-africain, le président Cyril Ramaphosa. Il faudrait que autant les Congolais que les étrangers puissent entrer dans les discussions sérieuses en identifiant les projets dans lesquels ils peuvent être des acteurs importants et voir comment cela peut se financer. Et nous, en tant que régulateurs, notre mandat, c'est d'accompagner ces différentes personnes dans l'obtention des titres qui vont leur permettre de venir voir ces différents financiers et entamer des démarches pour l'obtention de leur funding. Sur le plan de l'investissement, la BAD estime qu'environ 30 à 40 milliards de dollars américains seront décaissés par an au cours des 6 prochaines années pour la construction d'infrastructures énergétiques en Afrique pour assurer l'accès universel à l'électricité et industrialiser le continent. Et en religion à présent, les musulmans du monde entier ont commémoré mercredi la cérémonie d'Ashura. L'Ashura est le 10e jour du mois lunaire de Muharram. Vêtus de noir, les musulmans chiites de Kinshasa ont organisé des rituels de deuil à la mémoire de l'imam Hussein, mais également en mémoire de compatriotes congolais victimes de l'agression rwandaise dans la partie est de la RDC. La grande foule d'hommes et femmes rassemblés à l'Université islamique du Congo à Kinshasa était vêtue de noir et s'est frappé la poitrine en rythme à l'unisson. Ils célébraient l'Ashura, les rituels les plus sacrés de l'islam chiite qui chaque année en RDC comme partout dans le monde rassemblent les fidèles en masse, un témoignage de la force et de la puissance de la théocratie chiite. En RDC, cette journée de deuil était organisée en mémoire des habitants de la partie est de la République démocratique du Congo victimes de l'agression rwandaise. Ce qui concerne notre pays, aujourd'hui, le Congo, nous sommes menacés et nous sommes des opprimés. Tout ce que les gens sont en train de faire. Plus de 12 millions de Congolais qui sont morts. Et on ne parle même pas de génocide. Tandis que dans les autres pays, il n'y avait qu'un petit nombre, et un petit nombre là est reconnu comme génocide. Tandis que
le nombre de Congolais qui sont morts pour notre pays, pour les bienfaits de notre pays. On ne parle pas d'eux, c'est comme si ils étaient des moustiques. Les conseils supérieurs chiites a organisé des processions de deuil dans toutes les provinces de la République démocratique du Congo. Les fidèles ont écouté des élégies relatant les événements tragiques en commémoration de l'Ashura, tandis que les bienfaiteurs distribuaient de la nourriture votive. En Afrique, au Kenya, le président Ruto est dans une impasse politique face à la grogne de la jeunesse. Après avoir renvoyé son gouvernement il y a une semaine, le pays reste toujours en attente d'un nouveau gouvernement. William Ruto, qui a promis un gouvernement élargi, a également offert un dialogue national, notamment avec la jeunesse, mais personne n'est partant pour la collaboration. Serait-il la fin du règne du président William Ruto ? Depuis les récentes manifestations qui ont secoué les Kenyans, le pays se trouve dans une impasse politique. Alors qu'il avait promis un gouvernement élargi, William Ruto n'a toujours pas formé un nouveau gouvernement qui, selon lui, devra mener à bien des mesures radicales pour répondre au fardeau de la dette, augmenter les opportunités d'emploi et lutter contre la corruption. Lundi, alors que le président de la République avait nommé un nouveau patron de l'autorité fiscale, la Haute Cour de justice avait annulé cette nomination. Ce dernier est poursuivi depuis 2019 pour corruption, accusé d'avoir tenté de détourner une affaire de 2,5 millions d'euros. De plus, la décision de William Ruto d'organiser un dialogue pour la formation d'un nouveau gouvernement divise l'opposition. Raila Odinga, à la tête de la coalition Azimio, n'a pas pris de position claire sur sa participation à ce dialogue. D'autres partis, membres d'Azimio, comme celui de Jubilé, refusent catégoriquement d'y prendre part tant que la justice ne sera pas rendue aux morts des manifestations. La génération Z kenyane, quant à elle, refuse catégoriquement le dialogue. À noter qu'un outil utilisant ChatGPT pour suivre les affaires de corruption en politique a été récemment créé. Et dans le monde à présent, aux États-Unis, le président Joe Biden a été testé positif au Covid-19 et va observer une période d'isolement dans son fief du Delaware. Une nouvelle qui intervient alors que l'actuel président des USA, candidat à sa réélection en novembre prochain, est en campagne dans le Nevada, a annoncé la Maison-Blanche mercredi dans un communiqué précisant qu'il présentait des symptômes légers et que sa température était normale, avant de préciser aussi que le président continuera à exercer pleinement ses fonctions pendant sa période de confinement. On va terminer en sport. Le football club Saint-Éloi-Lupopo veut faire un parcours exceptionnel cette saison en Ligue nationale de football et en Coupe de la Confédération de la CAF. Pour y parvenir, le club jaune et bleu de Lubumbashi compte sur toutes les forces vives. Hier, le président de la coordination des supporters a échangé avec toutes les structures pour la réussite du club lors de la saison qui pointe à l'horizon. Un vent nouveau souffle sur la coordination du football club Saint-Éloi-Lupopo. Le vent d'une nouvelle dynamique insufflé par le nouveau président de cette structure d'appui au comité sportif, M. Philippe Kibawa Kiankwadi, qui, comme annoncé il y a 48 heures, a procédé aux consultations avec toutes les forces vives de la famille bleue et or, mercredi 27 juillet à Lubumbashi. Équipe yetu, son excellence Jacques Kiabula Kato. Na ile madecision yote yenye kunakamatiwa na president ni mususi ya ekipe yende kumbele. Face à des centaines de supporters de Lupopo, le secrétaire général du club, Donat Moulongoy, au nom du président de l'ensemble du comité sportif qu'il représentait à ses assises, prodiguait de sages conseils à l'assistance avant d'élire la décision nommant le nouveau patron de la coordination. Juanini kupikia asante kumonesha kama hii lourde responsabilité anatupatia, hii confiance analeta. Prenant la parole immédiatement après, M. Philippe Kibawa a d'abord transmis les hommages au président du club, Jacques Kiabula, avant de présenter son projet basé sur les sérieux, le travail et l'honnêteté, le tout dans la stricte application des orientations du président du club. J'ai eu à avoir les avis et considérations de quelques fanatiques en échantillon d'une façon représentative et
nous sommes quand même édifiés en cette première phase. Nous sommes contraints de faire la nouvelle dynamique. Nous allons consolider ce qui a été pour l'avancement de l'équipe. Nous allons baliser le terrain pour que le changement soit à la portée des Lupopo et qu'on dise un Lupopo changé. S'en est suivi une série d'échanges où chaque structure, à travers son représentant, a exprimé son desiderata pour un Lupopo solide, performant et capable de rivaliser sur tous les fronts. On va prendre le rappel des titres à présent. Au Sénat, l'élection du bureau définitif se fait toujours attendre. La Chambre des sages a du mal à pouvoir fonctionner correctement. Le bureau d'âge dit attendre que la Cour constitutionnelle puisse se prononcer sur la conformité de son règlement intérieur avant la prochaine étape élective. Et c'est peut-être les dénouements de la crise au sein de l'UDPS. Augustin Kabouya a enfilé son costume de président intérimaire et appelle les combattants au calme. Le secrétaire général a invoqué l'intérêt de préserver le pouvoir. La trêve humanitaire ne prendra pas fin ce 19 juillet comme initialement prévu à la demande des États-Unis d'Amérique. Elle a été prolongée de 15 jours, mais aucune vraie assistance n'a été acheminée jusque-là aux déplacés, alors que les FARDC condamnent les multiples violations de la mesure par l'armée rwandaise. Et aux États-Unis, nouvelle tuile pour Joe Biden. Alors que la question de sa santé était au cœur des débats déjà, le président américain vient d'être testé positif au Covid-19. Le candidat à sa propre réélection a pour la première fois annoncé qu'il pourrait se désister si les conditions se dégradaient davantage. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse. La lecture des journaux se fera, comme tous les jeudis, avec Moïse Chamala, qui me rejoint de l'autre côté du studio. Moïse Chamala, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Gaëtan Kouba-Bouranzi, merci et bonjour à tous ceux qui nous suivent dès partout en RDC. Guerre dans l'Est, la trêve humanitaire prolongée de 15 jours. Tout justement Gaëtan Kouba-Bouranzi, cette trêve qui devrait prendre fin demain a été prolongée des 15 jours, toujours par l'initiateur qui est les États-Unis. C'est à travers un communiqué de presse a écrit ici, décrit aussi par les médias en ligne. Actu 30 qui écrit à sa une, guerre dans l'Est de la RDC, la trêve humanitaire prolongée des 15 jours. Comme je l'ai bien dit, Gaëtan Kouba-Bouranzi, c'était dans un communiqué signé par Matthew Miller, porte-parole du département d'État américain. Les USA annoncent que la trêve humanitaire conclue récemment entre les gouvernements de la République démocratique du Congo et les terroristes du M23, soutenus bien sûr par les Rwandais, a été prolongée pour une durée des 15 jours. Gaëtan, les pays de l'oncle Sam invitent à cet effet les parties au conflit au respect de cette trêve. Eh bien, selon 7 sur 7, les États-Unis se félicitent de la prolongation des 15 jours de la trêve humanitaire promise par les parties en conflit et la partie, j'allais dire les parties en conflit dans la partie est de la République démocratique du Congo, notamment l'armée congolaise et rwandaise. Gaëtan Kouba-Bouranzi, les porte-parole Mathieu, qui l'a annoncé dans une déclaration de presse publiée mercredi du 7 juillet. De cet effet, les USA appellent Gaëtan Kouba-Bouranzi, les deux parties, à respecter strictement la trêve prolongée dans cette partie de la région, théâtre des tueries et violations des droits de l'homme. Et puis on va parler de la corruption en RDC. Là, d'un côté, Constant Moutamba a échangé avec Kinduelo. De l'autre côté, l'ODEP et la Likoko appellent l'IGF et la Cour des comptes à une franche collaboration. Tout justement, Gaëtan Kouba-Bouranzi, deux sujets qui font la une des corruptions en RDC, ce qui s'est passé au Sénat, mais également ce qui se passe actuellement au niveau de l'inspection générale des finances. Gaëtan Kouba-Bouranzi. D'abord, avec Constant Moutamba, nous commençons avec Congo. Nouveau Gaëtan Kouba-Bouranzi qui titre à sa une, Constant Moutamba annonce l'ouverture d'une enquête contre les bureaux Sangouma Mosaïe. Gaëtan Kouba-Bouranzi, les journaux Congo Nouveau rapportent que les ministres d'État en charge de la justice et garde des Sceaux, Constant Moutamba, a annoncé l'ouverture d'une enquête sur les soupçons des détournements des fonds au Sénat. Selon cet hebdomadaire, Gaëtan, les ministres, la
indiqué au président du bureau d'âge de la Chambre haute du Parlement, Pascal Kundelo, lors d'une rencontre au Palais du Peuple. Ces portails notent que cette enquête vise à fixer l'opinion sur ces dossiers et lutter contre la criminalité financière au sein des institutions publiques, a précisé Constant Moutamba dans une lettre signée depuis les 1er juillet. Courant fait savoir Congo Nouveau, Sangoma Moussaï, sénateur honoraire et président intérimaire du bureau sortant, avait saisi l'inspecteur général des finances au sujet des 3 millions de dollars détournés selon lui par les bureaux provisoires du Sénat. Eh bien, Gaëtan Koubabouranzi, si d'un côté, Constant Moutamba était au Sénat, de l'autre côté, c'est l'ODEP et les Likoko qui appellent l'IGF et la Cour des comptes, Gaëtan Koubabouranzi, à régler en dessous leurs affaires. Eh bien, ça se passe dans Desk Echo. Avec ce titre à sa une, Gaëtan Koubabouranzi, affaire IGF contre Cour des comptes, l'ODEP et la Likoko invitent les deux parties à une collaboration pour faire avancer la lutte contre la corruption en RDC. Toujours à travers un communiqué, Gaëtan Koubabouranzi, conjointement signé et rendu public hier mercredi par l'observation de la dépense publique ODEP et la Ligue congolaise de lutte, contre la corruption. Likoko disent avoir lu avec stupéfaction les communiqués du 15 juillet du parquet général près la Cour des comptes sur ce qu'il qualifie des mises en cause de l'inspecteur général des finances, chef des services Jules Alinguetti, et de certains inspecteurs des finances ainsi que du directeur général de la GCAMI. Je vous laisse un peu respirer, Moïse Tchabala. Merci. Avant de prendre ces derniers sujets, on va parler sécurité. Jacquemain Chabani a clôturé sa mission dans l'Est de la RDC. Tout justement, Gaëtan Koubabouranzi, après ses périples des 3 villes, les quotidiens, les potentiels. Mais à sa une, c'est de démarche de Jacquemain Chabani, Gaëtan Koubabouranzi, qui a fait les tours dans l'Est de la République pour une mission spécifiquement ou spécialement sécuritaire. Eh bien, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, a affirmé c'est mardi avoir boucler sa mission sécuritaire et renforcer auprès des populations de la province du Nord Kivu en proie de l'insécurité. Il a dit à la clôture de son périple des 4 jours devant la presse à Goma. Pour lui, c'était une mission à caractère sécuritaire pour s'enquérir tout justement de la situation, mais aussi c'était une mission de réconfort. C'est dans ce sens qu'au-delà des réunions des sécurités qu'il a tenues à Butembo et à Goma, Gaëtan. Ce même sujet est également revenu dans les quotidiens Congo Nouveau, qui cite les vice-premiers ministres de l'Intérieur, Jacquemain Chabani, qui pense qu'il faut prendre en toute urgence des mesures idoines, Gaëtan, en vue de renforcer la sécurité et la régulation au niveau de la borne numéro 13. Ces portails soulignent que cette borne est située dans la zone neutre à proximité du village Routagara, dans les territoires des Niragongo. Ce coin des frontières est réputé pour sa porosité, ce qui facilite, selon ces journaux, autant les infiltrations militaires rwandaises que les pillages des minéraux à destination du Rwanda. Merci Moïse Tchamala pour cette lecture transversale des sites et journaux parus ce jeudi. C'est moi qui vous remercie, Gaëtan Koubabouranzi. Et c'est par ici donc que va prendre fin ce journal. Je vous remercie vous aussi de l'avoir suivi. L'actualité est en continu sur votre chaîne Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.